Allez, c'est parti, nouvel enregistrement. Aujourd'hui, je suis avec Sébastien Dubois. C'est avec Sébastien, c'est lui qui m'a contacté pour qu'on enregistre un épisode sur un sujet. J'avoue, même après plus de 300 épisodes sur le podcast depuis toutes ces années enregistrées, c'est un sujet dont on n'a jamais parlé. Donc, je suis très content que tu m'aies fait cette petite demande, Sébastien, que j'ai accepté avec grand plaisir. Mais avant qu'on en discute, parce que j'ai toujours même pas dit le sujet, hein, mais bon, les auditeurs le verront dans le titre normalement. Comment ça va, Sébastien? Ah bah salut François, merci de me recevoir sur ton podcast, ça me fait ultra plaisir. Et puis bah ça va bien. Bon, eh ben, très cool. Tu me disais que tu étais vers Grenoble. Là, on enregistre le 11 janvier. Il fait pas trop froid là chez toi? Ouais, si, on va pas se mentir, ça caille. Ouais, c'est désagréable. Moi, j'aime pas ça. Vivement l'été. Bon, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, avant de rentrer dans le vif du sujet? Ouais, bien sûr, bah moi c'est Sébastien, j'ai bientôt 39 ans là à la fin du mois. Et je suis actuellement en reconversion professionnelle pour faire un brevet d'État, on va dire, d'éducateur sportif polyvalent. Et j'ai fait 20 ans d'armée avant ça. Et je suis jeune entraîneur professionnel de trail running. Et puis j'ai fait aussi plein d'autres formations qualifiantes. Et donc bah là, ma volonté, c'est de basculer dans le sport et d'en bénéficier les joies de vivre à travers ma passion, quoi, ce que tout le monde souhaiterait, on va dire. Et j'habite effectivement au sud de Grenoble, à Vars-Allier-Hérissé. Et j'officie actuellement donc dans un club loisir à Foulé-Varsvif, donc là où j'ai passé mon CQP, et actuellement en formation à la SPTT et en structure d'alternance là-bas, où c'est moi qui suis responsable de la section trail running, et j'interviens aussi sur l'école d'athlétisme pour les enfants. Alors, tu me disais juste avant qu'on enregistre que tu étais chasseur alpin. Je te disais avec humour que tu devais avoir crapahuté pas mal et puis réalisé des ultra trails sans dossard. Mais est-ce que tu as quelques expériences comme ça sur trail, ultra trail à nous partager que tu as déjà pu Ouais, réaliser? ouais, c'est vrai que j'aurais pu commencer par là. Donc moi j'ai commencé le trail en 2009. D'ailleurs, je tiens à te dire que j'ai déjà fait un trail en Bretagne, donc quand même, Ah, ouais, c'était si le plus ça te... beau, j'imagine. C'était sympa. J'ai déjà un peu crapahuté en Bretagne, donc du côté de l'Anvéoc, et quand j'étais en mission là-bas. Et puis j'ai fait le trail du Bugulnose, hein, si ça te parle. Ah non, Euh, je connais pas, c'est ah quoi ça? bah, c'était Christophe Malardet qui, qui, euh, Ah, c'est qui bien un nom l'avait avec Christophe, ça. ouais, qui l'avait organisé à l'époque en 2010. Donc voilà, j'ai un peu ce souvenir-là, mais c'est tout. J'ai pas. Après, oui, j'ai une quinzaine d'années de pratique et j'ai pu faire de tout. Moi, j'ai un penchant pour le long, je m'en cache pas, mais j'ai quand même pu réaliser voilà, l'échappée belle, l'UTMB, l'UT4M, Grand Raid des Pyrénées, si on parlerait que d'ultra. Ah ouais, quand même quelques jolis noms à ton tableau de chasse, hein. Ça, c'est sûr que c'est des noms qui font rêver plus d'un. Moi le premier. Bon, ok, ça marche. Et bah écoute, pourquoi aller vers l'ultra et pas essayer d'augmenter les chronos? C'est une question que j'aime bien poser, ça, pour savoir pourquoi l'ultra et pas aller plus vite sur des distances plus courtes. Bah en fait, c'est vrai, c'est une bonne question parce que moi j'ai fait mon premier trail en 2009, c'était l'Infernal des Vosges, c'était le 30 km, voilà, c'était mon premier, je suis arrivé, j'ai dit, je me suis découvert ça comme ça, voilà, j'avais pas une énorme appétence pour les sports d'endurance de base, hein. Le sport d'endurance, on va même dire qu'avant l'armée, j'aimais pas ça. Et puis de fil en aiguille, j'ai vu que ça me bottait bien, j'avais voulu tester, et voilà, je suis tombé dedans. Et puis bah tout de suite après, voilà, à l'époque j'avais regardé des DVD, des choses qui me faisaient rêver, et puis j'ai dit mais en fait c'est ça que j'ai envie de faire. C'est ça, c'est ça. Et c'est vrai que j'ai fait peut-être un petit peu les choses à l'envers à l'époque où j'ai commencé par du long et aller tout de suite vers des distances un petit peu. Donc on va dire que si on parle de quelqu'un qui commence le trail et qui 2, 3 ans après fait déjà ses premiers ultras, on peut considérer que ça va quand même vite si on n'a pas de gros bagages derrière, hein. Et c'est un peu ce que j'ai fait. Et ouais, si c'était à refaire, je reprendrais les bases de la course déjà, de base. Et puis on commencerait par du court, aller vite, et puis après d'aller tout doucement sur l'ultra. Donc c'est vrai que j'ai fait un petit peu le chemin inverse.
Ouais, faites ce que je dis parce que je fais, hein, la grande classique. Non, bah du coup maintenant, voilà, j'ai appris aussi je vais pas dire que c'est des erreurs parce que franchement, je me suis éclaté, mais je sais que pour performer, il y a certaines choses à ne pas passer. Faut pas passer outre. Il faut apprendre les bases, les solidifier, et puis après aller chercher. Mais bon, voilà, c'était il y a pas si longtemps que ça, mais à l'époque c'était déjà moins développé, moins codifié. Il y avait moins d'ultra, et puis ouais, ça m'a attiré tout de suite. Et puis bah voilà. Mais après, c'est pas pour autant que je me suis pas éclaté sur du court. Bien au contraire, sur des formats de 40 que j'ai adoré. Ouais, mais c'est vrai que ce que tu dis, c'est intéressant parce qu'on a tendance à se mettre, à se projeter dans l'image qu'on a actuellement du trail, mais il y a 15 ans, les connaissances. Enfin, je vois aujourd'hui le nombre de livres qu'il y a sur la pratique. C'est juste ouf, quoi. Et il y en a encore qui sortent. Je me demande qu'est-ce qu'ils peuvent bien raconter. Ah, c'est clair. Mais moi, j'avoue que maintenant, je les feuillette plus que je les lis, les livres qui sortent actuellement, parce que, enfin, voilà, il y a tellement de choses qui ont été dites, écrites, que beaucoup maintenant répètent un petit peu, avec leurs mots ou avec des évolutions minimes de connaissances scientifiques. Je recevrai d'ailleurs Xavier Téchenet bientôt sur le podcast, et voilà, qui a écrit un livre récemment sur les dernières études qui sont sorties, et qui en a fait un livre voilà, avec Fabrice Kuhn. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de connaissances maintenant. Tu as fait le DU trail running de Font-Romeu, tu me disais. Moi, j'ai fait celui de Grenoble. Enfin, ça, c'est des choses qui sont récentes quand même. Et c'est vrai en 2010, il n'y avait pas tout ça, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Et puis c'est pour ça que en 2012, hein, déjà, donc j'avais fait le tronc commun du brevet d'état d'éducateur sportif de premier degré. Et puis après, je me suis retrouvé à qu'est-ce que je fais? Parce que moi, c'est le trail que j'aime. C'est la course hors sentier, c'est la course nature, c'est la montagne. Et bah, il y avait rien. Il y avait rien à cette époque-là. Et c'est pour ça qu'en fin de compte, j'en suis resté là. Parce que j'ai dit, je vais pas aller dans une branche spécifique qui ne m'intéresse pas. Je vais pas aller faire du lancer de javelot parce qu'il y avait que de l'athlétisme et toutes ces familles qui étaient représentées, même si c'est super. C'est pas ça que je voulais. Donc du coup, bah, j'ai rien spécialisé. Et dès que j'ai vu bah, les premiers DU sortir, j'étais comme un dingue. J'ai dit, mais ça y est, ça arrive enfin. Donc après, oui, ça va plus se démocratiser encore. Faut pas non plus que ce soit à l'extrême, je pense. Mais tu parlais des études scientifiques, etc. Je pense tout de suite au premier bouquin que j'avais acheté de Guillaume Millet, donc Ultra Trail, santé et plaisir et performance. Bah, ce bouquin-là, il date de 2012-2013, si j'ai bonne mémoire. Donc, il a une dizaine d'années. Il a été réédité. Bah, quand il est sorti il y a 10 ans, c'était un peu une petite révolution pour les gens comme moi. Et je l'avais avalé, le bouquin, et ça m'avait super bien aidé. Et je m'étais dit, mince, et pourquoi c'est pas sorti avant? Et pourquoi? Mais en fin de compte, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce que tu dis, c'est exactement vrai. C'est qu'il y a beaucoup de littérature, il y a beaucoup de choses, et même les gens un peu autodidactes peuvent s'en sortir. Mais avant, c'était pas tout à fait le cas. C'est pour ça que je peux pas trop m'en vouloir d'avoir fait certaines choses à l'envers à l'époque. Non, bien sûr. Et puis finalement, t'as servi à ce que toutes ces études sortent sur les stats de l'ultra trail. Et puis voilà, tu fais partie un peu des précurseurs finalement, presque, hein. Ouais, Quand t'as fait des ultras il y a 15 ans, enfin, toi, tu fais partie des premiers, vraiment. ouais, bon, on va dire ça un petit peu. On va dire que ça commençait à se développer, quoi. C'est ça, c'est ça. Alors, il t'est arrivé quand même une petite expérience personnelle qui a motivé notre enregistrement aujourd'hui. Est-ce que tu peux m'en parler, s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Alors, bah, j'aurais préféré venir sur ton podcast, pas pour ça, mais on va dire que c'était une bonne occasion. Eh ben, il m'est arrivé que du jour au lendemain, j'ai eu une petite douleur. Donc, je vais raconter brièvement l'histoire du début de la genèse un peu, hein. Tout à fait traditionnellement, début d'année 2021, je suis en pleine forme. Donc c'est ça qui est un petit peu énervant. Je suis en pleine forme, tout va bien. Et puis je me fais une séance on ne peut plus basique de piste. Voilà, j'étais en mission à Fontainebleau. Et puis je ressens après la séance deux douleurs bien symétriques à chaque adducteur. Bon, c'est pas grave, j'ai forcé, il y avait un peu d'amplitude, tout ça, tout ça. Et puis il s'est avéré que c'est resté à gauche. Et là, je me suis dit, quand même bizarre. Ça faisait déjà, voilà, hein, plus de
d'une douzaine d'années que je courais quand même, voire plus. Quand je dis douzaine d'années, ça veut dire que c'était en compétition en trail, mais avant, je faisais déjà du sport. Et puis, c'est resté. Donc, effectivement, c'était la période post-Covid, etc. Il fallait trouver des challenges. Donc, je me suis pas arrêté non plus de m'entraîner. Pour la petite anecdote, je m'étais fixé de faire le tour du massif de Fontainebleau, qui est magnifique, hein, à la journée. Donc ça fait 75 km en courant. Et puis je me suis dit, ben, je vais quand même le faire, etc. Donc voilà, j'ai fait. Et à partir de ce moment-là, la douleur n'est plus jamais partie. Donc tu vois, on était sur une douleur un petit peu adducteur au niveau pubis, du bassin, un peu étrange. De fil en aiguille, en fin de compte, j'ai fait un peu celui qui voulait traîner, qui voulait pas aller consulter. On fait toujours ça, hein, de toute façon. La classique. La classique. Et puis après, c'est avéré que j'ai fait une sortie en ski de randonnée. Je fais une sortie en ski de randonnée, je fais une mauvaise torsion. J'ai le ski qui se prend en descente entre deux arbres. Bon, un truc bateau, hein, je fais une grosse torsion. Et là, ça a accentué à fond, hein. Mais du coup, ça m'a envoyé dans un mauvais diagnostic, tout ça. Tout ça pour dire que je pensais que c'était ça, je pensais que c'était l'amplitude, etc. Et puis, donc il y a pas longtemps, j'avais entendu une phrase de Thomas Laure Blanchet et j'y ai repensé à fond, hein, parce que c'était exactement ça. Et là, j'ai commencé à aller dans un process de faire les choses tout doucement pour pas aller non plus augmenter le trou de la sécu, hein, comme on va dire, pour rien. Et puis il avait dit une phrase, et là j'y ai repensé, c'est si tu veux gagner du temps, il vaut mieux aller voir une personne qui sait plutôt que 100 qui cherchent. Et ça, je l'ai bien retenu, c'est-à-dire que moi, je suis plutôt allé voir ceux qui cherchent au départ, alors que je savais qui aller voir. Et donc j'ai fait une échographie, et qui m'a induit en erreur, encore une fois. Donc c'est pour ça que j'insiste sur le fait que si ça arrive à quelqu'un, attention à quelle imagerie médicale on fait ou quel diagnostic prescrit par mon médecin traitant, hein. Donc tout va bien, non, il n'y a rien sur votre adducteur, il n'y a rien sur vos grands droits, etc. Ils ont essayé un peu de regarder. Ah bah moi, quand on me dit que tout va bien, que ça pique un peu, ben, je continue, évidemment. Je pense qu'on est tous pareils. Et, et ça passe pas. Donc là, ça passe pas, je décide d'aller voir un kiné, et je suis traité pour une pubalgie. Voilà, donc j'avais un diagnostic qui était tout à fait parfait pour la pubalgie, etc. Donc ça, je connaissais, hein, c'est un peu plus connu, etc. Je me suis dit, quand même, c'est bizarre, hein, pubalgie, bah, ça m'est jamais arrivé, j'ai jamais eu ça. Je comprends pourquoi du jour au lendemain, alors que je faisais pas non plus des courses à l'extrême, quoi. Et je me suis Ça a duré combien de temps, là, jusque-là? Ah bah là, jusque-là, il y avait 6 mois. Ouais, quand même. Ouais, c'est vrai que j'aurais dû le préciser. Donc là, il y a quand même 6 mois de kinésithérapie qui font absolument rien. Donc voilà, et pourtant j'étais très assidu sur les exercices, tout ce qu'on me donnait, le renforcement musculaire, etc., etc. Je savais faire, il n'y a pas de problème. Et bah là, je me suis dit quand même, c'est bizarre. Bon, après, il m'arrive un petit problème encore à la cheville à gauche, donc je me suis dit, oh là, c'est pas possible. Je fais quand même un petit ultra, on va dire, hein. Je me tente quand même d'aller sur l'ultra trail du Vercors, sans notion de performance, sans quoi que ce soit. De toute façon, je savais que j'étais diminué. La douleur, ça passait, c'était pas non plus horrible, etc. Donc là, je me suis dit, bon, en fait, ça passe, c'est encore. Je décide d'aller voir un autre kiné, donc que je salue, hein. Je vais voir Didier à Vars. Et Didier, ben, il prend l'ordonnance, c'est une pubalgie, allez, donc il me traite pour une pubalgie, il m'aide à avancer. Il y a du mieux, mais en fait, j'étais toujours sur le fil. Je vais faire une IRM, donc là, il y a un an et demi, hein, qui se passe, hein. Donc, alors ça peut paraître long, comme ça, mais après coup, avec le kiné, j'en parlerai tout à l'heure, ça va, je m'en suis bien sorti. L'IRM, voilà. Elle est claire, elle est nette, souffrance de la symphyse pubienne, il y a aussi un œdème inflammatoire sur l'obturateur interne. Donc il y a des muscles inflammés, la symphyse pubienne qui est inflammée, donc là où on va dire les deux os se rejoignent, tout ce qui s'insère dessus c'est un peu inflammé et tout. Bah c'est une pubalgie, hein. Allez, et ben on continue. Et en fin de compte, j'avais été voir
le bon médecin. Donc qui est spécialisé à Grenoble quand même sur tout ce qui est sport, mais vraiment qui traite des gens de bon niveau, etc. Et j'avais décidé d'aller le voir, et lui, il avait déjà décelé quelque chose, et il avait un doute. Et là, j'en avais jamais entendu parler. Et donc, il avait mis avec un point d'interrogation, et il m'avait dit, tu fais 2-3 mois de kiné, et si ça fait encore mal, tu vas faire l'arthroscanner avec une infiltration. Et moi, bah, évidemment, tu te doutes bien, François, que j'ai attendu, j'ai traîné, et que j'ai voulu persévérer dans la kinésithérapie, que je faisais confiance à mon kiné. De toute façon, ça s'est super bien passé. Et qu'on a continué. J'ai dit, franchement, ça peut passer. Donc, je préparais, je voulais faire l'UTMB. Et donc, j'étais donc tiré au sort à l'UTMB. Je me suis dit, bah, faut quand même que j'y aille, quoi. Et j'ai fait une prépa vraiment sur le fil du rasoir, tout au rabais, on va dire, hein. Et en fin de compte, j'ai vu que quand même, c'était la douleur qui guidait mes entraînements, et c'est pas moi qui guidais mes entraînements comme je le voulais. Et j'étais tout le temps sur le fil, tout le temps à aller tirer vers le bas, à quantifier mon stress mécanique à l'extrême, quoi, hein. C'était vraiment. Et là, je me suis dit, là, pour sortir l'UTMB, ça va être très compliqué. Donc j'ai été dans la qualité extrême pour pouvoir sortir un 100 miles avec un dénivelé qui est ridicule par rapport à ce qui pourrait être attendu. Et puis je fais l'UTMB, et c'est là où tout a changé dans ma tête. C'est-à-dire que j'ai fait l'UTMB, ça se passait bien, j'ai géré la douleur jusqu'à un moment donné où les 30-40 derniers kilomètres, je pouvais à peine plus lever la jambe de 20 ou 30 cm plus haut, quoi. Donc je pouvais plus avoir de flexion de hanche, clairement. Et là, je me suis dit quand même, bon, j'ai fini un petit peu en mode chemin de croix, hein, parce que ça allait bien physiquement, mentalement, tout était au top. Mais bon, ne pas pouvoir lever la jambe gauche, c'est un peu embêtant, quoi. Et j'ai terminé un petit peu, en mode, bon, bah, je laisse couler, je vais finir, et puis on verra. Et c'est le post-UTMB où je me suis dit quand même, là, j'irai pas plus loin, en fait. Il faut que j'aille voir ce qui se passe. Et le docteur Sarr, hein, qui exerce à Grenoble, lui, il avait déjà décelé. Donc, il avait déjà décelé, et il avait posé un point d'interrogation sur un conflit de hanches, donc plus communément appelé le conflit fémoro-acétabulaire. J'en avais jamais entendu parler. J'avais même pas lu cette ligne-là dans son ordonnance, quoi. Ah bah... Avant que tu me contactes, j'en avais jamais entendu parler non plus. Et ouais, et là, je tombe un peu. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette affaire? Donc, j'ai même pas essayé de me documenter sur Internet, etc., parce que j'y croyais même pas, en fait. Je savais même pas ce que c'était. Et donc, je décide par la force des choses d'aller faire donc l'arthroscanner. Donc, c'est pas un bon moment parce qu'on a forcément une belle aiguille qui nous rentre dans la hanche pour aller injecter donc déjà le produit de contraste, et puis forcément le corticoïde, quoi. Et là, ben voilà, ça tombe comme un coup de massue derrière la tête. Bah ouais, il y a bien un conflit fémoro-acétabulaire qui est décelé et qui est cliniquement bien visible sur l'imagerie. Et là, d'accord, il me dit, je t'oriente vers un chirurgien. Donc là, c'était un peu le début du cauchemar, quoi. Je dis, mais comment ça, enfin, il y a 2-3 ans, j'avais jamais entendu parler de ça, j'avais jamais eu de problème de hanche. Et aujourd'hui, on va me faire voir un chirurgien pour ça. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Et effectivement, aujourd'hui, je pense que le vrai problème, pour tout de suite en parler, c'est que si on a des douleurs de hanche, si on a des choses qui sont vraiment un peu bizarres, des douleurs dans l'aine qui sont persévérantes, qu'on est traité pour une pubalgie à long terme, parce qu'on sait que c'est du long terme une pubalgie, mais à un moment donné, ça doit s'arrêter si on fait tout bien les choses. Il faut aller voir tout de suite, je pense, un médecin du sport, parce qu'il sera beaucoup plus à même de tout de suite aller faire le test de déclenchement. Donc il y a un test, hein, qui est simple, et je pense que ça doit prendre 20 secondes pour le médecin, le test de Fadir, donc où il va faire une flexion de hanche, une rotation,
une adduction, et là tout de suite il va dire est-ce que ça fait mal, est-ce que ça fait pas mal. Et ça, le docteur Sarr me l'a fait, et tout de suite il m'a dit ah là là, j'ai peur d'une chose. Et le médecin généraliste que j'avais été voir, c'était tout l'inverse. Je pense qu'il m'a jamais allongé sur la table et me dire vas-y, on va regarder ta hanche. Et encore moins faire le test. Et puis c'était plutôt prends beaucoup d'anti-inflammatoires et repose-toi. Alors bon, moi je suis un peu anti-médicaments. Je voulais pas prendre d'anti-inflammatoires, j'en ai pas pris. Et puis là, le coup près est tombé. Donc comme je disais, donc conflit fémoro-acétabulaire par effet CAM. Donc si tu veux, il y avait une petite protubérance osseuse dans le col du fémur, quoi. Voilà. Et là, je voulais même pas y croire, en fait. Ça t'a pas soulagé de savoir ce que c'était? Bah si, parce que enfin, on se dit, c'est bon, je sais ce que c'est. Alors, ce que tu dis, c'est vrai. Parce qu'au départ, quand on ne sait pas, qu'on est traité pour une pubalgie, à un moment donné, on se dit, mais c'est pas possible, je vais m'en sortir, je vais tout bien. Et c'est vrai on aurait pu penser à se dire, ah, bah, c'est bon, de toute façon, ça passera, et puis on continue, et puis on continue. Sauf que si j'avais continué, je serais allé dans le mur. Donc bon, j'en suis pas tout à fait sorti, on va forcément en parler, mais du coup oui, ça m'a quand même soulagé de me dire enfin, il y a un diagnostic qui est clair, qui est posé. Et sauf que après, c'est là où j'ai tapé sur internet conflit fémoro-acétabulaire, et donc il a proposé au chirurgien de me faire une arthroscopie de hanche. Alors même ça, je ne sais pas si tu vois ce que c'est l'arthroscopie en général. Si. Bon, ça, c'est encore méconnu que ça existe pour la hanche. Donc, c'est beaucoup développé pour le genou, pour tout ce qui est, je pense, tout ce qui est ligamentoplastie, des, des ligaments croisés notamment, etc. Mais alors, pour la hanche, moi, j'avais eu plusieurs personnes, même des gens professionnels de santé, qui m'ont dit ah bon, ça existe? Donc, pour te dire que quand tu m'as dit je connais pas du tout, ça m'étonne pas parce que moi non plus, mais même certains praticiens ne savent pas qu'en France, ça y est, ça se développe un max aujourd'hui. Et donc là, il propose ça, et puis le chirurgien me reçoit, et le conflit est clair quoi. Il m'a même fait refaire une radio, donc à savoir qu'aussi on peut aller encore plus droit au but et plus simplement avec une radio avec certains plans. Le chirurgien va demander une simple radio qui prend 2 minutes, et il va tout de suite voir le conflit. Et donc pour ma part, j'avais de l'os qui était en trop dans le col du fémur, si tu veux. Et après, ça fait un contact anormal entre le bassin, le col du fémur, dès que tu fais des mouvements de hanche, et surtout les flexions. Et après, ça te provoque des lésions sur le cartilage et surtout le labrum, hein. C'est un peu le ménisque de la hanche, si on peut l'appeler comme ça. Et là, ça ne peut que s'empirer, si tu veux. Là, on peut plus rien faire. En fait, on ne peut qu'aggraver le cas. Sauf que dans mon histoire, c'était pas aussi simple. C'est-à-dire que moi, j'avais déjà entrepris une reconversion dans le sport. J'avais pas fait les tests d'entrée, et il me propose une intervention en mars 2022, le 30 mars 2023, pardon. Et, là, moi, je vais avoir fait des tests d'entrée en juin, en juillet pour le sport, quoi. Notamment avec de la course, des sauts de haie, enfin, tu sais, tout ce qu'il fallait pas faire, quoi. Et là, c'était balance bénéfice-risque. Et en fait, si j'interviens aujourd'hui, c'est pour dire que déjà, un peu sensibiliser s'il y a des gens qui ont des douleurs aux hanches, ou s'il y a un problème, peut-être d'aller tout de suite voir un médecin du sport. Et puis après, de aussi donner un message d'espoir, dans le sens où par quoi je suis passé, c'est pas spécialement facile. Donc il y a plein d'étapes, mais qu'on peut aussi s'en sortir. C'est ça qu'il faut retenir. Et comment est-ce qu'on fait pour l'attraper, ce conflit de hanche? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a causé le fait que tu aies ça, ou c'est juste le gros pas de bol? justement, j'ai posé la question au chirurgien, et ça peut arriver à tout le monde. C'est mal défini. Il n'y a pas de cause. Alors, il y a des choses que je pense qui sont, et ça j'en suis sûr, qui sont des facteurs déclenchants ou aggravants. C'est tout ce qui va être un petit peu sport à amplitude extrême. Il y a beaucoup, par exemple, de gens de badminton, qui font du badminton, peut-être aussi de l'escrime.
voilà, qui ont des flexions de hanche qui sont énormes et qui pourraient développer ça s'il y avait un petit contact déjà de base. Mais en fait, c'est encore mal défini. Ça peut venir, ça peut être génétique. Voilà, le chirurgien il m'a dit, on ne sait pas. Et c'est ça qui est encore plus grisant, énervant, parce que on se dit, j'ai fait tout ça avant, puis du jour au lendemain, comme ça, sur rien, sur euh, une petite séance, j'ai mal là, et pourquoi pas avant, en fait, tu vois, ce que tu dis, c'est vrai. Je me suis posé la question 1000 fois, mais pourquoi là et pas avant? Et en fait, jamais j'aurais pensé à ça. Et le truc, c'est qu'après, il a fallu décider, quoi. Il a fallu décider en disant, bah, qu'est-ce qu'on fait? En gros, c'était soit on continue comme ça, et puis bah, peut-être dans 5 ans, 6 ans, 7 ans, je ne sais pas, ce sera une prothèse de hanche, avec certitude, quand la hanche sera complètement bousillée. Ou bien, ben, on tente le coup, l'arthroscopie est possible, on peut le faire, mais il y a aussi des risques, parce qu'en fin de compte, cette pratique-là, elle est pas encore ultra développée en France. De mémoire, donc c'est le docteur Tardy à Grenoble qui m'a opéré, que je salue parce que il faut noter que l'équipe de binôme que j'ai eu, chirurgien et kiné, c'est 2 trailers, hein. Donc là, j'étais dans des mains, j'étais très compris, il n'y a pas de problème. C'est des frérots, quoi. Ah ouais, c'est ça, ouais. Donc j'ai pas eu de mal à me faire comprendre. Et du coup, comme ils ont aussi la connaissance du sport, etc., ils ont pu avoir un avis un peu plus objectif en disant oui, tu vas pouvoir peut-être revenir ou pas. Moi, j'ai dit voilà, mon but c'est quand même de partir en reconversion, de pouvoir rentrer sur un examen, un brevet professionnel d'activité physique pour tous. Ça va me demander quand même beaucoup de choses et ce sera en septembre. Et là, on parlait de ça pour une opération le 30 mars. C'était quand même chaud, on va pas se mentir. C'était très chaud, mais quand on m'a dit c'est possible, bon bah moi quand on me dit que c'est possible quoi. Je fais confiance et puis on y va, quoi. Et donc après bah c'est un long chemin. Alors ça je pense qu'on va peut-être sortir du cadre de l'arthroscopie, mais du coup c'est un long chemin psychologique déjà de base où il faut accepter. Parce que là c'est une décision, hein. C'est pas comme quand on a un accident et puis bah on se fait opérer et c'est ainsi. Là c'est une décision à prendre. Et là, psychologiquement, c'est un peu dur de se dire waouh. Donc, on passe de sportif, si tu veux, à handicapé du jour au lendemain. Et c'est compliqué. Mais bon, c'est pas. Moi, je viens pas noircir le tableau ici, hein. Je viens pour parler de ça parce que je pense que après avoir discuté avec Kevin Branchard, hein, qui est mon kiné et qui est trailer et qui travaille là-bas à la clinique des Cèdres au centre ostéo-articulaire. Ben, en fait, il m'a dit, ça va, hein, t'as été vite pour découvrir le conflit. T'as fait les étapes dans l'ordre, t'as fait la kiné, t'as fait ci, t'as fait ça, très bien. Mais il y en a, c'est au bout de 5, 6, 7 ans qui traînent ça, et puis qu'au final, ils se font opérer, et puis l'opération, elle n'est pas si pertinente que ça, parce que, bon, de mémoire, je me souviens que le chirurgien m'avait dit qu'il n'y a pas encore beaucoup de retours sur cette opération-là. Il n'y en a pas encore, comme on n'a pas 40 ans de recul comme certaines opérations. Donc, il y a encore des risques, il y a encore des incertitudes, etc. Et donc, c'est ça qui me faisait peur de base. Et moi, aujourd'hui, voilà, je vais te dire comment ça s'est passé, et peut-être rassurer des gens, ou peut-être, j'espère, déclencher des visites chez les médecins qui vont bien pour aller se soulager d'un souci. Donc, du coup, pour le détecter, tu disais il y a la radio avec des positions spécifiques et des manipulations qui sont spécifiques aussi à réaliser. Enfin, c'est principalement des médecins du sport qui vont connaître ce type de manipulation à réaliser. C'est je les pense. 2 méthodes pour diagnostiquer ce conflit de hanche. Ouais, je pense que la méthode la plus courante et qui a été faite tout de suite par le docteur, c'est effectivement le test FADIR, où on est allongé sur une table et il va faire un test qui va déclencher ou non la douleur. Si ça déclenche la douleur, alors il y a peut-être piste de conflit. Pourquoi est-ce qu'il a attendu 2-3 mois avant de t'envoyer faire les tests si en ayant fait ces manipulations-là En fait, il m'avait fait l'ordonnance, il m'a dit tu fais 2 mois de kinésithérapie. Avec exactement donc tout ce qu'il avait noté. Donc il y avait vraiment un protocole de kinésithérapie très précis. Et il m'a dit que si là il n'y avait pas d'amélioration et une baisse de la douleur,
qu'il fallait que j'aille faire donc l'arthroscan. Ok. Bon, moi, je me suis dit, je sais pas si j'ai peut-être un rapport à la douleur qui est un peu plus haut, et je pense que quand on est ultra-trailer, on a forcément un rapport à la douleur qui est un petit peu différent de Ah, monsieur. c'est un sujet, ça. Hein. Ouais, J'aime bien. je J'aime bien ce pense. sujet-là. Ouais, je, je dis je pense, même si au fond de moi, j'en suis sûr, parce que parce qu'à un moment donné, on passe toujours par des phases très compliquées et de douleur. Alors, on n'a pas dit souffrance, hein, on est d'accord. On a dit douleur et il faut l'accepter. Et au lieu d'attendre 2 mois, bah, j'en ai attendu un peu plus de 6 et puis j'ai fait l'UTMB. Et c'est après où je me suis dit, c'est bon, l'objectif il est passé, bon, c'est fait. Là, je pense que si je continue, je vais dans le mur. Et effectivement, et peut-être que j'avais peur aussi de ce diagnostic. Est-ce que indirectement, je ne l'ai pas repoussé en me disant, bon, peut-être que j'ai quelque chose, mais je ne veux pas le savoir. Il y a ça aussi. Et effectivement, voilà, un test simple, hein, il vient faire une flexion de hanche, une adduction, et puis ça fait mal? Oui. Ah, ok. Mais ça, je suis pas sûr qu'un généraliste le fasse, par exemple. Hmm. Alors, sans offenser aucun médecin, bien évidemment. Non, mais chacun son métier, quoi. Enfin, Bien sûr. pas toujours Et, le même. et donc, c'est pour ça que dès qu'on est sportif, à mon sens, aujourd'hui, pour être clair, et qu'on a une pratique assidue d'un ou plusieurs sports, et qu'on a vraiment une pathologie naissante, ou que ce soit même une tendinopathie ou quoi que ce soit, c'est tout de suite vers le médecin du sport spécialisé et on gagnera du temps. Voilà. Je pense que Thomas Laure Blanchet il sera d'accord avec ça parce que je l'ai entendu il y a pas longtemps et j'ai dit bah oui. Et bah, moi du coup en allant voir le docteur Sarr, je m'étais pas trompé. Hein. Sauf que voilà, c'est moi qui ai voulu un petit peu étaler dans le temps, faire les choses doucement, essayer de. Puis je voulais pas croire à ça quoi. Et puis ben il a été décidé au mois de février, donc il y a un petit peu moins d'un an, eh ben, d'y aller. Donc de tenter l'arthroscopie de hanche. Donc ça se fait. Alors c'est un petit peu, on va dire bâtard comme opération parce que c'est quand même une opération qui est assez lourde. Et dans un autre sens, c'est en ambulatoire. Donc tu arrives à 6h30 du matin, puis tu repars à 20h. Tu arrives à 6h30, tu es en pleine forme, tu repars à 20h, tu as l'impression d'avoir 90 ans et de réapprendre à marcher, quoi. Hmm. Et là, bon voilà, hein, il y a eu il y a eu un travail en amont psychologique que j'ai fait. Et pareil, ça j'avais, parce que j'écoute beaucoup de podcasts, hein, t'imagines bien. Et ça, je l'avais entendu, ça m'avait bien aidé. C'est qu'à un moment donné, faut faire le deuil d'être sportif et puis de se dire, bah ça y est, je suis plus un sportif. Donc à partir du 31 mars, je ne suis plus sportif, je ne suis plus un sportif. Et moi, c'est comme ça que j'ai réussi, on va dire, à m'en sortir pour ne pas péter les plombs. Parce que quand on est. Je pense que si toi, du jour au lendemain, on t'arrête, on te dit stop, on te laisse allonger dans un lit toute la journée, tu vas mal le vivre. Ah, j'y pense à ça souvent. Je me dis, mais qu'est-ce que j'aimerais. Et puis, quand on voit des gens qui arrivent très bien à rebondir et à s'en sortir, ça inspire. Et c'est un peu l'une l'un des fondements de ce podcast, hein, de Ouais, dire ils y sont arrivés, pourquoi pas toi. ouais, grave. Mais oui, ça doit piquer quand même le passage, même si on se le souhaite pas personnellement tous quand on y est confronté, même si on sait qu'il y a d'autres qui sont passés, qui ont réussi à surmonter des épreuves. Bon, ça doit quand même piquer. Hein. Ouais, c'est carrément ça l'objet du podcast, c'est-à-dire que bah, déjà, dire que si on a des douleurs à la hanche, attention, il y a ça qui existe, et j'insiste sur le fait qu'il n'y a pas d'âge, parce que j'ai souvent eu cette réflexion, François, c'est «Oh punaise, t'as des problèmes de hanche, toi, mais t'es jeune». Mais non, en fait, ce problème, il peut intervenir quand on a 17 ans. Et le docteur Tardy, il a sorti une étude là-dessus. C'est tout ce qui est conflits fémoraux acétabulaires chez les sujets jeunes. Et il a sorti un article là-dessus. Et c'est aujourd'hui, c'est pas qu'il y en a plus qu'avant, c'est qu'en fait, elle est mieux détectée et elle est plus connue. C'est tout. Et on va dire que c'est une pathologie qui n'est pas récente, mais qui était trop méconnue avant. Et qui aujourd'hui, bah, comme on sait faire, on sait déclencher la douleur, on sait qu'il y a des techniques d'arthroscopie, que ça se développe. À noter qu'il n'y a pas beaucoup de chirurgiens en France non plus qui le font. Hein. Il n'y en a pas une pagaille. Hein. Donc il faut aller dans les grandes villes, hein, notamment pour trouver des chirurgiens qui font ça. Hein. À Grenoble, je ne sais pas combien il y en a, mais ils doivent pas. Ça doit être même pas 2 ou 3, j'en sais rien. Hein.
Donc c'est ça en fait, c'est qu'il n'y a pas de, ça peut être des tout jeunes, comme se déclencher chez moi à l'aube de mes 40 ans, quoi. Donc c'est ça qui est vraiment hyper bizarre. Et ouais, puis message d'espoir parce que bah moi, alors j'ai déjà entendu quelques superlatifs dans le sens où mon kiné m'a parlé des fois de miracles. Donc je ne suis pas un cas à généraliser, mais quand même, faut le dire que bah, je me suis fait opérer le 30 mars. Le lendemain, voilà, je pouvais même plus monter 5 marches d'escalier. Je mettais, je mettais 2 minutes pour faire 10 mètres en marchant. Je faisais des pas de 10 centimètres. Et puis, j'étais chez le kiné 3 jours après, quoi. Donc, à noter que l'arthroscopie vient quand même dans l'articulation. Donc, pour moi, ce que j'ai eu, hein, il vient dans l'articulation. Il insère les outils, il va à l'intérieur et il a poncé le col du fémur hein, dans plusieurs plans. Il a recousu le labrum. Il a fait toute une série de choses comme ça avec des instruments. Et puis après, il aspire tout ce qui est corps étranger, etc. Donc on a 2 incisions de 200-300 cm juste en dessous de la hanche, quoi. Donc ça paraît rien, mais après, bah, du coup, on se réveille le lendemain, on a la cuisse qui a triplé de volume. Et puis on se retrouve tout de suite pris en charge par le kiné, hein. 3 jours après, on est chez le kiné, tout de suite. Et on est même, c'est ça qui m'avait choqué, c'est qu'on est même sur le vélo 3 jours après. Sauf que ça, c'est un petit peu contradictoire parce qu'en fait, on est sur le vélo, on pédale dans la semoule, comme on dit. C'est juste pour avoir un petit peu de le sang qui circule, hein, j'ai envie de dire. Mais en fin de compte, on est très très loin de revenir à son niveau de course à pied, et tout ça et tout ça. Donc, il faut quand même prendre en compte le fait que c'est long, c'est très très long, et pour les gens pressés comme moi, il a fallu faire un autre travail, quoi. Donc, C'est pas simple, hein, ce moment de la remise en état du corps, où, comme tu disais, il faut faire alors, faire le deuil faire le deuil, il y a une notion, je trouve, de fatalité. Tu sais, quand tu fais le deuil de quelqu'un, bon, t'es sûr que tu le reverras plus jamais. Alors que là, toi, tu dois faire un deuil, mais enfin, provisoire, parce que ouais. potentiellement, tu vas retrouver ton niveau. En fait, le truc, c'est que bah, j'étais pas sûr, parce que moi j'ai posé la question et je vais pouvoir revenir quand même. Et le chirurgien, il me dit, tu sais, on n'a pas assez non plus de recul pour dire ce qui va se passer, on sait pas, il y a aussi des complications, on va pas se mentir, parce que je lui ai posé toutes les questions. Et oui, il y a des complications. Oui, il y a des gens qui repassent même une seconde fois sur le billard. Donc là, moi j'avais cette phobie de devoir avoir affaire à des complications, des soucis. Et finalement, ben, j'ai fait le deuil, effectivement, d'être un sportif. Voilà, ça commence par là. Je pense avant, parce que sinon, on peut pas se faire opérer d'un truc comme ça, ou même d'une prothèse ou d'autres choses, hein. Euh, et c'est même pour une blessure, j'ai envie de dire, en général, si moi, aujourd'hui, je suis entraîneur, je vais avoir une athlète qui est blessée, bah, je vais lui dire qu'à un moment donné, il va peut-être falloir couper un petit peu, et puis passer, pas à autre chose, rester dans le moule, mais sans intervenir et se dire que ben voilà, on regarde un petit peu ce qui se passe, on reste informé. Et j'entends par là, ben moi, j'étais déjà pas tellement à regarder ce que les autres font. Souvent, hein. Ça m'intéresse pas, hormis si j'ai des gens à gérer ou quoi que ce soit. Mais de couper des Strava, les choses qui sont un petit peu, qui vont rester qui vont rester présentes, trop présentes, et qui vont faire que le climat un peu anxiogène de la blessure ou de l'arrêt de l'activité va être pénible. Et j'ai commencé par là. J'ai dit, je ne regarderai plus Garmin Connect, je ne regarderai pas ça. Je vais m'informer sur les sujets d'actualité. Je ne vais pas regarder ce que font les autres. Et ça, je pense que déjà, de base, c'est un conseil qu'il faut appliquer si on veut y arriver. Et puis après, bah ouais, c'est sûr qu'il a fallu faire le deuil de se dire, bah écoute, à partir de demain, t'es plus sportif. C'est fini. Hmm. Donc oui, Ouais, s'intéresser à autre chose aussi, ça fait du bien, enfin, de se dire j'ai pas que ça dans ma vie. ouais. Ça, c'est Et, aussi une des raisons qui fait que je me suis mis au piano.
Cette année, je me suis même mis à faire un puzzle de 1000 pièces. Enfin, tu vois, mais en fait, c'est des trucs qui font du bien au cerveau et qui te font juste penser à autre chose, quoi. De pas être tout le temps focus dans Ouais. sa pratique et n'avoir que ça dans sa vie. C'est pas sain, en fait. Tout extrême n'est pas bon. Ouais, Et ça carrément. peut être complètement autre chose, tu vois. Ouais. Piano, puzzle. Ouais, mais carrément. Et ça vaut. Là, aujourd'hui, on parle d'un truc assez lourd où on se projette sur des mois, sur plusieurs mois, mais on le sait, et on fait le deuil, et puis on se dit, bah, c'est tout, je suis plus sportif. Et puis, moi, je me disais, quand je parlais aux gens, je disais, j'étais un ancien sportif. Voilà. J'avais carrément mis le costume, quoi, du sédentaire, quoi. Et après, ça passe quand même beaucoup mieux. Puis on met son temps exactement sur d'autres activités, comme tu dis. Ou bien, bah moi, j'ai décidé de rester dans le moule parce que bon, à ce moment-là, je gérais des athlètes. Et puis bah d'aller sur la partie théorique plutôt que terrain, de mettre mon temps à profit pour me approfondir des connaissances dans des sujets dans lesquels je serais peut-être pas allé, donc notamment tout ce qui est préparation mentale. Donc ça m'a bien aidé et je vais en parler après parce que ça me tient à cœur. Et c'est ce qui a fait que j'ai aussi réussi quelques petites choses qui étaient franchement compliquées. Et puis après, bah du coup, t'es vite sur le vélo et puis bah t'es parti pour un long combat. De se dire bah, mon objectif c'est de ne plus avoir mal. Voilà, c'était mon premier objectif. Et puis mon deuxième objectif de me réentraîner normalement. Et là, à l'heure où je te parle, donc on est le 11 janvier 2024, je me suis fait opérer le 30 mars 2023, ben, j'arrive à me réentraîner normalement. Voilà. Donc pour ceux qui seraient dans l'arthroscopie ou qui sortiraient ou qui en ont une de prévue, eh ben, ouais, ça peut le faire. Ça peut le faire. Mais il y a des phases compliquées. Donc c'est 50 séances de kinésithérapie. Euh, c'est En de moins d'un an. ouais, on va dire en 6-7 mois. Fait du 2-3 par semaine, quoi. Ouais, c'est ça. Après c'est pas cyclique, c'est selon aussi les besoins, les dispos, et puis après selon le niveau de connaissance et du matériel. Et puis bah la kinésithérapie, c'est souvent un petit peu de vélo. Il fait un petit peu de mouvements de hanche ou des massages, parce que au début c'était aussi des massages, parce que j'avais le quadriceps qui était complètement détruit. Il y a ça aussi, ce qui m'avait choqué, c'est le quadriceps qui était la moitié du quadriceps tout bleu, quoi. Jusque ça descendait jusque dans le mollet, j'avais un œdème qui descendait jusque dans le mollet. C'était tout bleu, jaune, violacé. Enfin, c'est choquant quand on n'a jamais été blessé ou quoi que ce soit. Donc on se dit, oh, qu'est-ce qui m'arrive? J'avais même dit en rigolant, bah je me suis réveillé le lendemain, j'avais la fesse de Beyoncé, quoi. Donc mais seulement la gauche. Queen Bee, quoi. Allez. Ouais, c'était ça, mais seulement du côté gauche, donc c'était pas trop top. Et du coup, ouais, et puis après, si vous avez des doutes sur quoi que ce soit, pour se dire, mais ouais, des fois j'ai mal à la hanche, mais c'est sur certaines choses, bah, ce qui est facteur déclenchant, c'est les amplitudes extrêmes. Donc si je vais courir très vite, ou si par exemple je vais faire des squats un peu profonds, et si j'empire un peu la chose, des fentes avant, fentes arrière, des choses comme ça, sur le côté douloureux, là, si vous avez fente avant, squat profond, et par exemple même les sauts de grenouille, donc qui sont vachement à la mode pour le trail et qui fonctionnent super bien. Alors ça, c'est exactement le truc qui fait super mal après, mais il en suffit de un ou deux, hein. Et puis à l'époque, bah, j'avais fait aussi une formation, j'avais fait tout ce qui est école de trail avec Pascal Balducci qu'on regrette. Je me souviens que dans tout ce qui était voilà, fente avant, etc., à l'époque, j'avais une douleur, mais qui était horrible, quoi. Et ça déclenchait, par exemple. Et puis, donc voilà, tout ça, ça doit un petit peu indiquer j'ai mal là, ça fait mal que d'un côté, j'ai mal quand je fais ça. Voilà, peut-être que là, il faut se poser tout de suite les bonnes questions. Et puis après, bah, le kiné, sans t'apprendre grand-chose, c'est beaucoup de renforcement musculaire. Et puis, ben, après, d'être toujours sur le fil. Sauf que moi, le truc qu'il y avait pour ma part, et c'est là où j'ai pris des risques, mais bon, dans la vie, il faut prendre des risques si on veut réussir à faire quelque chose, des fois. Sinon, ben, on reste dans sa zone de confort et puis on n'avance pas beaucoup.
C'est à que moi de lui dire le contraire. ouais, ouais. Et du coup, je me suis fait opérer le 30 mars et j'avais des tests d'entrée pour donc qui n'étaient pas non plus ultra difficiles, mais qui rapportaient avec une arthroscopie de hanche quelques mois avant, c'est-à-dire moins de 3 mois et demi après. Donc 3 mois et demi à peine après, j'avais des tests d'entrée physiques après l'arthroscopie de hanche. Et moi, quand on m'a dit c'est possible, on a fait. C'est là où aussi le vécu sportif est important. Euh, Quand on m'a dit c'est possible, mais pas sûr, bon ben voilà. Eh ben, Là, c'était un genre de c'est possible, mais ça dépend de toi, quoi. ça dépend de moi, ça Ouais. dépend de trop de choses. En fait, il avait juste voulu me dire que c'était pas impossible, parce qu'impossible pour moi bah, n'existe pas, peut-être pour lui aussi. Et du coup, en gros, c'était bon, bah, en gros, c'était soit je fais ça là, ou soit après, je suis professionnel du sport, mais j'aurai une prothèse dans 5 ans. Je le sais. Non, je peux pas partir dans cette optique de long terme. Moi, je vois toujours les objectifs à long terme. Et là, c'était pas possible. Et là, je lui ai dit, est-ce que vraiment c'est possible, quoi? Et quand il m'a dit c'est possible, on y va. Sauf qu'une fois que je me suis retrouvé à réapprendre à marcher, hein, j'aime bien dire ça parce que Kevin, il me disait non, tu mets ton pied comme ça, non, mets-toi droit, pose le pied comme ça. Là, je me suis dit, ouh là là, Seb, dans quoi tu t'es embarqué là? Ouh là 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 là. Et je me suis dit, mais dans 3 mois, j'ai des tests. Et c'était. Et en fait, voilà, là, on va passer peut-être sur de la prépa mentale, hein, excuse-moi, mais là, je me suis dit que de toute façon, j'allais les réussir. Point barre. Et je suis toujours parti sur l'aspect positif où je n'allais pas rater. J'avais aussi des options pour, j'avais calculé hein, des options pour pouvoir peut-être aller me rattraper, les recommencer. Mais enfin, moi j'en ai discuté avec mon kiné. Il avait, voilà, c'est pour ça qu'il faut pas généraliser mon cas. C'est plutôt de donner l'espoir, mais non, il avait jamais vu un mec comme moi aller se présenter à des tests d'entrée 3 mois et demi après une arthroscopie, à devoir sauter des sauts de haie, des rivières, faire des bonds, des slaloms en sprint et un test de Luc Léger, quoi. Donc là, c'était terrible. Mais moi, du coup, j'avais cette pression de temps dans la tête, alors qu'il ne faut pas être pressé. De toute façon, il faut savoir que quand on sort de là, on est sous anti-inflammatoire massif. Moi, j'ai décidé de pareil, je sais pas ce que tu en penseras, hein, mais moi, j'avais décidé avant, et je m'y suis tenu, de ne pas prendre d'antidouleur. Donc, je ne sais pas si ça a un lien aussi de cause à effet avec l'ultra. Je te pose la question, François. Bah, le sujet des antidouleurs, tu vois, moi je me dis toujours, si j'ai mal quelque part, c'est que mon corps a envie de me signaler que j'ai un problème quelque part, et du coup, si je prends un antidouleur, ça va cacher ce truc-là, et du coup, mon corps va pas pouvoir s'adapter, ou je vais pas pouvoir l'aider à répondre efficacement, quoi. Donc c'est délicat, mais bon, tu vois, au bout d'un moment, quand on a vraiment trop mal, bon, tu vois, je me suis fait opérer des dents là. Bon, ouais, j'ai pris des antidouleurs quoi. Mais je vois ce que tu veux dire et de te dire bon, je saurais répondre à mon corps parce qu'il me donnera tous les signaux qu'il a envie de me donner quoi. Ouais, bien sûr. Ah, bah, tout ça pour dire que voilà, ceux à qui l'arthroscopie arrive ou ils sont dedans, bah, moi j'avais déjà décidé ça à l'avance, on va dire, mais ouais, bon, on dit ça, puis après quand on a mal, on le prend. Non, j'ai trouvé que la douleur, voilà, c'était supportable. C'était supportable, ça fait pas du bien, mais franchement, déjà d'être sous anti-inflammatoire, ça ne me convenait pas, mais c'était une condition sine qua non. Sachant que voilà, donc la kiné s'est bien passée. J'étais dans les patients qui étaient les plus mieux en point, on va dire, hein. Donc moi j'étais super content de me dire bon bah je vais peut-être m'en sortir en fait, ça y est. Euh, voilà, même si c'est pour un long combat, je sais que le long combat je vais peut-être le gagner quoi. Et j'ai pas pris d'antidouleur, donc je me le suis refusé et je l'ai fait, hein. Je me suis tenu donc pour dire que voilà, c'est pas non plus la mort, hein. Et puis après, j'ai quand même eu une rechute où j'ai peut-être été un petit peu vite en besogne. Donc, on était dans une relation de confiance hein, avec le kiné. Moi, je lui disais tout ce que je faisais. Donc, des fois, il me faisait des gros yeux.
où il fermait les yeux ou bouchait les oreilles. Mais bon, voilà, j'avais peut-être la tendance à en faire un tout petit peu plus. Mais il y a un jour, c'est sur une bêtise qui m'est arrivée, où là, vraiment, j'ai eu peur. C'est que je me suis juste baissé pour poser quelque chose par terre. Je me suis juste baissé, et là, ça a claqué dans la hanche, et fini. Là, j'ai dit, ça y est, c'est fichu pour moi. Et ça, c'était c'était vers la fin mai. Voilà. Donc, un peu plus d'un mois et demi après, et là, j'ai dit, ça y est, je suis reparti. J'ai cru que c'était fini. Donc, on a tout arrêté. Donc là, j'étais au fond du trou, hein, encore, hein. Donc, C'est les montagnes russes, un peu ton histoire, hein. ouais, c'était super. Et après, d'un coup, je me suis retrouvé presque alité et à reprendre toute ma série de médicaments anti-inflammatoires. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. Et là, surtout que psychologiquement, 6 semaines après, j'avais des tests d'entrée, quoi. Je n'arrivais même plus à marcher correctement. Je J'avais à peine essayé de reprendre quelques minutes de course à pied, ça n'a pas passé. Là, je me suis dit, bon, ça va être compliqué. Et en fait, tu vas me dire, mais comment t'as fait pour passer ces tests? Et en plus, sans le vouloir, je les ai passés haut la main et facilement. Eh ben, tout ça grâce à la préparation mentale, donc la force et la puissance de la préparation mentale. Donc là, on change de sujet, mais j'ai envie de dire, j'étais dans un bon move, tout allait bien, et puis pam, tout s'écroule, on arrête tout. Et puis là, on sait que dans 6 semaines, on y est, quoi. Donc le kiné, il me dit, écoute, non, on va pas pouvoir recourir avant, on va pas pouvoir s'entraîner avant, on va pas pouvoir. Donc au dernier moment, on fera 1 ou 2 tests et on verra. Comme on a dit, au talent, quoi. Ah, mais c'est hyper important parce que là, l'autre jour, je discutais avec. Moi, je suis toujours pompier volontaire sur Quimper et je discutais avec un jeune qui venait d'arriver, jeune volontaire de 19 ans. Puis je lui dis, ah, qu'est-ce que c'est tes ambitions? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bon, il avait arrêté ses études, il voulait faire transporteur, ça le plaisait finalement pas. Je dis, bah, qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Ah, bah, j'aime bien pompier. Je dis, bah, pourquoi tu fais pas le pompier de Paris? C'est une belle école, etc., etc. Enfin, on en vient à discuter de ça. Il me dit, je te jure que c'est vrai, hein, à 19 ans, sans activité professionnelle autre que d'être pompier volontaire, il me dit, je n'ai pas assez de bras. Je lui dis, mais attends, mais t'as que ça à faire de t'entraîner. Entraîne-toi, tu vas y arriver. Au bout d'un moment, avec plusieurs méthodes différentes, même si tout ce que tu as essayé jusque-là, ça marche pas, tu ne progresses pas, en essayant d'autres méthodes, tu vas bien finir par y arriver. Et non, pour lui, non, il n'était pas bon et il le serait jamais, quoi. Ouais. C'est incroyable comme ce pouvoir du psychique t'emmène loin ou au contraire te fait rester là où t'es, quoi, ou voire même de régresser. Donc là, tu vois, toi, t'es bien l'exemple contraire de te Mais dire, oui, non, c'est possible. c'est exactement ce que j'allais te dire. Alors lui, ça a été vraiment le contraire total. C'est que lui, il s'est mis des barrières et un facteur limitant psychologique qui, en fin de compte, n'a rien à voir avec ses bras, comme tu disais. Et que moi, c'était l'inverse. Je me sentais lourd, j'étais complètement atrophié des jambes. Je me suis dit, mais c'est pas possible, je suis en train de perdre tous mes muscles parce que les premiers renforcements musculaires, faut quand même les accepter. C'est de contracter 10 fois le quadriceps et c'est tout, quoi. Ça commence par là. Et moi, je me suis rajouté l'électrostimulation, mais bon, ça faisait ressortir des œdèmes, des bleus. Enfin, c'était. Et jamais, j'ai pensé, je vais les rater, les tests. Je sais que je vais les réussir. Et c'est pas, je vais les réussir parce que après il y a aussi un dialogue interne positif à faire, donc qui est long déjà de base. Moi ça avait commencé comme ça, hein, parce que là 6 semaines avant, dialogue interne positif toujours en me disant bah tu sais ce que tu sais faire, tu sais ce que tu peux faire, tu sais ce que tu as déjà fait, tu as l'expérience de telle chose parce que bon j'ai quand même été militaire, on passe par plein de choses. Et les parcours de motricité, comme là il y avait, nous on fait du parcours d'obstacles, etc. Donc je sais tout ça. Et je me suis dit, t'as quand même fait tout ça. C'est pas. Et en fait, c'est Kevin aussi qui m'a aidé en me disant, ça va, c'est pas un parcours de 5e B qui va te faire peur. Et, ça m'avait fait rire par rapport à ce que j'avais déjà fait. Et effectivement, après je suis rentré donc dans la technique de visualisation et de projection mentale. Voilà. Ou ce que j'ai fait,
pour réussir ces tests physiques, alors que le physique, je ne l'avais pas, c'est clair. Hein. J'avais pas couru depuis 3 mois et demi. J'avais les jambes atrophiées, j'avais des douleurs à la hanche, j'avais encore les inflammations et tout. Ben, j'ai regardé déjà des vidéos du parcours et puis je l'ai mentalisé. C'est-à-dire que je l'ai vraiment appris par cœur. Je l'ai vu, j'ai regardé des vidéos de gens qui faisaient ça en étant fluide, propre. Et je n'ai fait que de regarder ça, pas de situation d'échec ou quoi que ce soit. Je me suis imprégné de ça, et puis après, ben, j'ai fait de la visualisation mentale. Donc d'abord en ce qu'on appelle, si ça te cause, en associé, où c'est toi qui es sur le parcours et tu te vois le faire. Donc le parcours, je l'avais dans la tête. Hein. Et puis après, je le faisais en dissocié, où c'est moi qui me voyais. Et je me voyais toujours franchir facilement les obstacles. Toujours facilement, comme le gars que j'avais regardé sur les vidéos. Et je me voyais aussi de loin, facile, en étant hyper fluide, concentré, détendu, sans précipitation, etc. Et en fait, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Et puis, bah, comme dans tout entraînement, hein, c'était un entraînement mental. J'ai commencé 6-8 semaines avant, et puis j'ai accentué. J'ai pris les bonnes mesures. J'ai quand même fait des points de peinture au sol. J'avais pris les mesures pour les slaloms, les choses comme ça, pour pas avoir non plus une vision tronquée des choses. Et j'ai mentalisé tout ça. Et après, bah, pour le parcours qui était tout de suite éliminatoire du test de Luc Léger, je pense que tu le connais, en navette, aller-retour. Ouais, bien sûr. Ouais, bon, bah voilà, il y avait ça à faire. Donc là, c'est pareil, c'était pire que de la course en ligne droite ou sur une piste, parce qu'il fallait faire des rotations, des changements et des stops et des reprises d'appui. Donc là, j'ai vu avec le kiné où il m'a dit ce sera toujours à droite, on s'en fiche, il n'y a pas de machin. Et après, je me suis dit, mais c'est bon, je suis expérimenté en course, je sais faire, je vais gérer, je vais gérer au cordeau. Et je me voyais sur la piste en train de poser le pied au moment où ça bipe, de ne perdre aucune énergie autre que le fait d'avancer, quoi, et de rester détendu. Et je me suis présenté au test le 12 juillet. Bon, je vais pas non plus, attention, je vais pas non plus mentir, hein, j'étais hyper tendu et j'avais la trouille un petit peu. Parce que moi, je jouais quand même l'arrêt d'une carrière de 20 ans d'armée, et si ça passait pas, ou si je me blessais même, tu sais, j'ai pensé à ça, François. C'était ça qui m'obsédait, c'était la première haie et la deuxième haie, en me disant, bah, il y a une haie de 76 cm, je saute, je retombe au sol et clac, ça casse. Tu vois, j'avais cette image-là. Et bon, bah là, c'est le kiné, il m'a dit, bah, c'est bon. Même si ça fait mal, même si ça douille, c'est qu'une fois. Et donc, bah, je suis parti en ayant testé 2 fois la haie 3-4 jours avant. Ok, bon. Et puis, arrivé sur le moment voulu, bah, j'ai fait ce que j'avais dit. Voilà. J'ai fait le Luc Léger qui était éliminatoire. Hein. Si on réussissait pas, c'était dehors. C'est quel palier qu'il fallait faire? Bon, c'était aller jusqu'au palier 9. Hein. Ça va. C'est quand même. Alors, faut cavaler un peu quand même. Faut pas marcher. Non, mais le truc, c'est que si on parle à un public averti et qui est coureur, il va dire ah ça va. Sauf que moi, je me positionnais en tant qu'ex-sportif opéré il y a 3 mois et demi, qui n'a pas le droit de faire de saut, quoi, et qui n'a pas couru et qui ne peut pas faire d'impact. Et donc, moi, je me positionnais vraiment en position de faiblesse. Hein. Sauf que je suis arrivé et j'étais hyper concentré et il n'y avait pas de voilà, j'ai tout misé en me disant mais non, tu sais faire, tu sais gérer, tu as un patrimoine de course qui est là, t'inquiète. Et ce discours interne positif, je l'ai fait, j'ai passé le Luc Léger, bien passé, voire même il y a des gens, ils m'ont dit ouais, t'avais l'air à l'aise, mais j'avais juste l'air en fait, voilà. Et il y a même quelqu'un sur les tests à qui j'ai dit bah, tu sais, j'étais opéré de ça il y a 3 mois, et j'ai vu dans son regard qu'il croyait que je lui mentais en fait, je l'ai vu. Bon, je me suis pas étalé, je le connaissais pas. Et je lui ai dit, le parcours de cet après-midi, ça me fait un peu plus peur. Je ne l'ai jamais testé parce que souvent on le teste à blanc, il y a des tests à blanc. Bah moi, avec le kiné, c'était décidé, pas de test, c'est one shot, on y va. Et puis tant pis. C'est pour ça que j'ai tout fait par la visualisation, projection mentale, et jamais sur le terrain. Voilà.
Et, et là, bon bah voilà, on attend son tour, c'est long, et j'ai pas fait non plus comme les autres. Donc les autres où ils voulaient tester des choses qui sont complètement arbitraires, par exemple jeter une balle dans un cerceau qui a plusieurs fois et qui donne de grosses pénalités, hein. Moi j'ai pas testé. J'ai pas testé, je me suis dit que ça de toute façon c'était arbitraire. J'ai juste pris les réglementations, ne pas faire d'erreur, être fluide dans mes gestes, être clair, de passer par les bonnes portes, de ne pas faire de gestes parasites, rien. Et là, je me suis présenté, elle a donné le départ, et c'est comme si j'avais revécu la scène. Ça a fonctionné, quoi. Tu vois, je vais pas dire que c'est un truc de dingue, mais c'est comme si que ça avait fonctionné. Comme si que j'avais déjà fait, que j'avais déjà vécu la scène, et j'ai passé avec une facilité déconcertante tout. J'ai quasiment eu zéro pénalité, j'ai eu zéro pénalité. J'ai passé, je me suis même payé le luxe en voyant que j'avais été fluide et que j'avais tout passé assez rapidement en aisance. J'ai même pas fini en sprint pour me faire mal, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et là, j'ai réussi les tests et voilà. Le kiné m'a dit bon, j'en parlerai pas de ton cas vraiment aux autres parce que sinon ça pourrait que les décourager. Mais moi aujourd'hui, j'ai plutôt envie d'en parler pour dire que c'est possible aussi. J'ai plutôt la version positive, tu vois. Hmm. Bon, bah écoute, c'est c'est une belle histoire, ton histoire, parce que ça se finit plutôt bien, pour le coup. Mais là, aujourd'hui, donc, ton objectif principal, c'était de réussir ce test. À la suite de ça, est-ce que tu as eu un moment un peu de redescente psychologique, de te dire, ah bon, allez, je me mets un peu moins de pression sur la récup, sur la reprise du sport, ou est-ce que tu es reparti sur un autre objectif comme ça, ambitieux, qui t'a fait continuer un peu cette guérison? Ah bah non, tu vois, c'est une bonne question parce que en fin de compte, non, je me suis pas fixé d'objectif. Je suis parti de principe que ça, c'était un objectif obligatoire et que derrière, j'avais pas le choix. Et là, après, c'est moi qui prends le choix de me fixer un objectif, etc., etc. Sauf que derrière, j'avais une entrée en formation qui me demandait aussi beaucoup de temps et puis surtout de multisport. Et là, on était dans une pratique dangereuse. C'est-à-dire que j'avais beaucoup de changements de direction, des pivots, j'avais des choses qui m'étaient vraiment très déconseillées, voire interdites, et où j'ai quand même dû faire un petit peu, etc., 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 et ça a effectivement redéclenché des inflammations. Ouais. Et là, je me suis dit, mais en fait, non, t'es loin de t'en être sorti. Et comme je disais, bon bah, je suis intervenant sur un groupe trail running loisir à la SPTT de Grenoble. Et voilà, il fallait que je puisse aussi gérer les groupes, etc., etc. Donc pas de bêtises à me fixer des objectifs qui seraient surréalistes et qui finalement ne passeraient pas. Donc non, je me suis pas fixé d'objectif. Ça a été dur. Septembre, début octobre, j'ai vécu des semaines où c'était complètement enflammé. C'était l'enfer. Et voilà, donc à l'heure où je te parle, non, j'ai pas d'objectif. Et finalement, je suis presque revenu à mon niveau. J'ai bien dit presque revenu parce que j'ai pu faire un test de VMA, etc. Et à ma grande, grande surprise, bah, du coup, là, on parlerait plutôt entraînement. C'est le volume à très basse intensité, beaucoup de marches, beaucoup de courses à allure faible, beaucoup de stationnement debout, de déplacement et de la musculation. Et à ma grande surprise, je suis quasiment revenu à ma VMA. Donc forcément, je suis un peu moins endurant, etc. Je suis moins fort. Mais voilà, donc tout ça pour dire que voilà, c'est possible aussi de revenir rapidement, tu vois. Ouais, c'est la grande théorie de Sébastien Cornette, hein, moins courir pour mieux courir. C'est vraiment Mm, là-dessus mm. qu'il a basé toute son école de trail. Et personnellement, j'aime beaucoup cette approche parce que c'est vrai que c'était quelque chose qu'on a vraiment. Et puis en plus, ça permet de rendre accessible ce sport à beaucoup qui n'ont pas forcément le temps d'aller marcher ou d'être dehors 4-5 heures par jour. Donc ça, c'est une approche que j'aime beaucoup. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais ajouter si tu avais un message à passer ou s'il y avait quelque chose dont on n'a pas parlé et que tu aurais aimé ajouter pour clôturer notre échange? Eh ben, c'est déjà si vous avez des soucis, etc., c'est tout de suite aller voir le bon praticien et le plus tôt possible.
Je dirais ça parce qu'en final, on est tous pareils, on veut laisser traîner ou on veut jouer les aveugles. Et des fois, on a des mauvaises surprises, comme moi. Sauf que c'est bien, j'y suis allé et que derrière, ça aurait pu durer des années et des années et des années et puis me faire arrêter complètement le sport. Et puis ben aussi un message, on va dire de base, mais faut aussi croire. Faut croire en vous, en vos possibilités, et puis de ne pas se fixer de barrières mentales limitantes ou quoi que ce soit. Ouais, c'est ça. Et puis après, bah moi je serai disponible hein, s'il y a des gens qui sont sur Grenoble qui veulent venir me voir. Moi, comme j'ai dit, je suis à la SPTT de Grenoble. D'ailleurs, je vais bientôt organiser un stage trail, donc fin mars, euh, débutant, et puis un peu plus pour les gens plus experts. Mais sinon, si vous voulez venir me rencontrer, d'en parler, si vous avez les mêmes soucis et comment j'ai pu me réhabiliter après tout ça, pas de souci, quoi. Comment est-ce qu'on fait pour te contacter, Sébastien? Ah bah, j'ai mon adresse mail professionnelle, je pourrais te laisser. Et Vas-y, vas-y, Ah dis, bah n'hésite pas. c'est sébastien.dubois@gmail.com et puis récemment sur LinkedIn. Sébastien Ouais, Dubois, ouais, c'est ça. Dubois. Voilà. Eh ben écoute, merci beaucoup Sébastien d'avoir partagé ton histoire. C'était hyper intéressant. Tu vois, j'ai encore appris plein de choses. Comme quoi, souvent on me demande, mais t'arrives encore à trouver des sujets après plus de 300 épisodes sur le podcast? Eh ben oui. Il y a toujours des histoires à raconter et des choses que vous aimez partager et dont qui servent en plus à tout le monde, hein, parce que tu l'as prouvé, tous pas à l'abri de ce conflit de hanches. Donc merci d'avoir partagé ton histoire et de l'avoir fait en toute transparence. Et écoute, je te souhaite le meilleur pour le début de ton activité d'entraîneur. Et puis, écoute, peut-être à une prochaine sur les sentiers. Et si jamais tu décides de te remettre au trail sur la Bretagne, n'hésite pas à venir faire un petit tour sur le Grand Raid du Finistère. Ça me fera extrêmement plaisir de te Je, recevoir. je ne manquerai pas de venir te saluer. En plus, j'y suis déjà allé, je sais que c'est magnifique, donc j'espère. Et puis bah moi, je te remercie à mon tour de m'avoir reçu sur ton podcast. C'est super. Et puis je valide ce que tu as dit sur ton dernier épisode en disant que voilà, tu m'as tout de suite répondu. Ça a été super échange, super rapide et super avenant. Donc merci à toi, François. Et puis bravo pour ce que tu fais. Merci beaucoup, Allez, ciao, Sébastien, et à ciao. bientôt. Ciao.